Eh ben c'est parti, bienvenue à l'apéro des carreaux, le double apéro des carreaux spécial Amélie et Solène qui ont chacune une actu. Je vais vous présenter les deux. Donc on a Le Bonheur l'emportera d'Amélie Antoine sorti chez XO et Rue du Rendez-vous de Solène Bakowski sorti chez Plomb. Voilà, le même jour en plus, et on va reparler forcément de Avec elle, sans elle, que vous avez écrit toutes les deux. Et c'est pas comme ça qu'il faut le tourner, hein, parce que là, ça fait avec elle. Hein. Moi, je dis non, ouais, voilà. Excuse-moi, Mélie, voilà. Alors, vous l'avez pas du tout écrit ensemble, hein. Je dis ça, c'était un projet à deux, mais vous avez écrit chacun votre partie séparément. Voilà, merci les filles d'avoir accepté notre double invitation. Merci à vous. Hein. Merci à vous deux. Oui. On démarre, on a dit qu'on démarrait, du coup, on fait par ordre alphabétique, donc on va démarrer par le livre d'Amélie Antoine. Amélie, est-ce que tu peux nous raconter l'aventure de ce livre, de ce nouveau roman? Et peut-être juste avant, parce que on avait fait un apéro avec Amélie, mais c'était il y a 1 an. Est-ce que tu veux bien te présenter en 1 ou 2 minutes pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a 2 mois, en fait. Je sais pas, il y a eu un trou noir quelque part, parce que j'ai l'impression que c'était pas du tout il y a 1 an. Ah, mais alors, du coup, Le Bonheur l'emportera, je crois que c'est le 8e roman qui est sorti. J'ai démarré en auto-édition avec un roman qui s'appelait Fidèle au poste, que j'avais sorti après qu'il soit refusé par plein de maisons d'édition. Du coup, je l'avais lancé sur Amazon. Il a eu la chance d'avoir un grand succès à cette époque-là. C'est aussi comme ça que j'ai fait la connaissance de Solène. Et voilà, du coup, après, l'aventure s'est poursuivie en librairie. J'ai eu cette chance-là. Chaque année, je me dis que j'ai la chance que ça continue. Et voilà, en gros. Et alors, attends, quand tu dis que c'est comme ça que tu as eu la chance de rencontrer Solène, ça veut dire quoi? Par la chance, entendons-nous, hein. Parce qu'alors, en fait, à l'époque, du coup, elle avait sorti son roman qui s'appelait Un sac. Et les 2 romans étaient dans la sélection pour le prix Amazon de l'auto-édition. C'est un truc qu'ils n'ont pas tellement reproduit après. Mais du coup, il y a eu une soirée à Paris par rapport à ce prix-là, et j'ai rencontré Solène à ce moment-là. Et voilà, vous savez ce que c'est, les rencontres, on se voit, on se regarde, et puis chabalabala, quoi. Coup de cœur. Enfin, pour Solène, moi, ça a mis un peu plus de temps, mais voilà. Il y a Lolo Brodeuse qui dit « Il faut lire d'Amélie au nom de quoi ?» Trop peu connu, gentil. mais un réel je connais pas. pour moi. C'est gentil. Effectivement, Au nom de quoi, c'est un roman un peu particulier pour moi, et c'est le seul qui est il est resté en auto-édition, ce qui fait que du coup, il est pas disponible en librairie, et il est pas en poche. Voilà. C'est un roman que j'ai écrit après les attentats de novembre 2015, et quand je dis après, c'est 1 mois après. Je l'ai sorti en auto-édition au printemps suivant, et voilà, moi à l'époque on m'a dit que c'était pas du tout la temporalité pour écrire un roman sur ce sujet-là. Et en fait, 5 ou 6 ans après, même maintenant, presque 6 ans après, je me dis qu'en fait c'était tout à fait la temporalité, parce que 6 ans après, je serais absolument incapable d'écrire ce livre. Et j'ai pu le faire parce que... Pardon ? T'as écrit à chaud, en fait. C'est ça, ouais, j'étais vraiment dans le tourbillon des émotions, dans cette sensation étrange de deuil, alors que je connaissais personne au Bataclan, et voilà, je sais que j'ai écrit à ce moment-là parce que tout ce que je ressentais, c'était à ce moment-là, et après coup, à froid, c'est pas du tout... j'aurais même pas écrit ce livre, en fait, à froid. Donc, voilà, et on peut encore se le procurer? Il est sur Amazon, ouais, du coup, en numérique et aussi en version papier, mais uniquement en auto-édition. Alors, j'ai l'espoir qu'un jour... un éditeur de poche s'en empare, ou qu'il puisse avoir une existence en librairie, parce que avoir une deuxième vie, ouais. Mais voilà, en attendant, il existe quand même, et c'est chouette. Alors, tu as écrit plein de livres bouleversants. Moi, Les Silences, c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer. C'est vrai que c'est mon livre. Attends, Les Silences, c'est quand on n'a que l'humour? Quand on n'a que l'humour, voilà. En fait, ils l'ont rebaptisé au livre de poche, mais c'est vrai que le titre initial chez Michel Lafon, c'était Quand on n'a que l'humour. Et j'aime bien aussi Les Silences, moi. Je trouve qu'il résonne bien à l'histoire. Ouais, moi j'aime bien les deux. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont plus à me dire « Ah, moi j'aimais davantage le titre de grand format, pourquoi ils l'ont changé ?»
Quand on n'a que l'humour, c'était le titre que j'avais choisi. Alors, c'était pas le titre d'origine de ce livre, c'est Alors tout ira bien. Et puis, on m'a dit non, mais ça va pas, Alors tout ira bien, parce que n'importe quel livre pourrait s'appeler Alors tout ira bien. Voilà, après, ça avait un sens dans le livre, puisque c'est ce que le héros se dit à chaque fois. Il a toujours une sorte de pensée magique à se dire, je sais pas, si j'arrive à traverser avant que le feu soit rouge, alors tout ira bien. Et il a toujours ce truc-là, donc voilà, ça avait un sens, mais du coup, ça n'a pas été retenu comme titre. Et on est parti sur Quand on n'a que l'humour, en référence à la chanson de Jacques Brel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en salon, les gens qui venaient l'acheter, qui passaient devant, me disaient toujours « Ah, Quand on n'a que l'humour, ça doit être un livre super drôle !» Et moi, je leur disais « Ben, en fait, non, pas trop. » Et du coup, le livre de poche, quand ils l'ont pris, ils ont dit « Non, mais en fait, ce titre, effectivement, ça laisse à penser que ça va être un livre assez drôle. » Donc voilà, en fait, je savais pas qu'il fallait être vraiment terre à terre dans les titres et que s'il y avait l'humour, ça voulait dire que c'était un livre drôle. Donc, il a été changé par Les Silences, qui est un titre assez passe-partout, mais qui, malgré tout, reflète aussi, effectivement, tous les non-dits de la relation entre le père et le fils dans cette histoire, quoi. Décidément, t'as pas forcément les titres que tu veux à chaque fois. Ah ouais, non, mais au final, tous mes livres, ils ont un autre titre, en vrai. À part Fidèle au poste, parce que c'est le premier, que comme j'ai fait tout seul, du coup, personne n'a rien pu dire. Mais sinon, non, effectivement, Le Jour où, c'est moi qui ai choisi. Tous les autres, je n'ai pas choisi. D'accord. Voilà. Alors, mais heureusement, j'ai 3 enfants et quand même, leurs prénoms, je les ai un peu choisis. Bon, c'est pas mal. Et t'as des animaux? Non. Est-ce qu'on peut te laisser pitcher Le Bonheur l'emportera? Parce que pour le coup, il est vraiment pas facile à pitcher. Alors, tu dois être rodé du coup un petit peu. Ouais, d'accord. Il me semblait qu'on avait convenu que c'était toi, mais je vais pas le dire. Moi, je veux bien, mais j'ai peur de trop en dire, donc je te laisse faire. Ouais, j'avoue que c'est compliqué. Effectivement, c'est pour ça que j'avais dit que c'était pas moi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Maël, qui a 12 ans, qui vit du coup avec ses parents, qui est dans un mal-être très profond. Son père essaye tant bien que mal de l'aider et de le comprendre et de le soutenir et de l'accompagner dans quelque chose qu'il ne comprend pas forcément. Et de l'autre côté, sa mère est complètement, elle, absorbée par son travail et elle prend absolument pas à la mesure du mal-être de son fils. Pour elle, c'est juste un adolescent comme les autres et il faut pas y faire particulièrement attention et les choses iront très bien comme ça. Et donc ça, c'est l'ouverture du roman. Elle est sur cette situation-là. À part que en même temps que Maël se sent de plus en plus mal dans ce qu'il vit, la famille explose, le couple explose, et du coup, l'histoire va raconter comment tous ces bouleversements familiaux vont pouvoir... Je sais même pas comment finir cette phrase. Mais voilà, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'un gamin qui grandit et qui cherche sa place dans sa famille et dans la société tout court. C'est l'histoire de parents qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent avec les armes qu'ils ont. Voilà, c'est l'histoire de leur chemin à 3, en fait. Et tu chapitres personnage par personnage, en fait, c'est la voix de chacun. Ouais. C'est ça, c'est un roman choral. Du coup, effectivement, on a le point de vue de du père, de la mère et de Maël à chaque chapitre. Voilà. On lirait pas le premier extrait, Caro? Eh ben, avec comme plaisir. Ça nous met dans l'ambiance parce que c'est une scène qui est au tout départ du livre. Ça marche. Et en plus, comme maintenant, je l'ai trouvé. Ça va, beaucoup aidé. Alors, tu te souviens, Amélie, je le mets à l'écran quand même pour que les gens puissent suivre. Ah oui, bah heureusement que je n'ai pas compté sur l'écran parce que de mon téléphone, mais pas du tout. Alors, maman lève le nez de son magazine et me demande ce que je lis. Apparemment, elle a baissé les bras et accepté que je reste à côté d'eux plutôt que d'aller au jeu. Comme quoi, avec un peu de persévérance, on vient à bout des plus durs combats. Je lui résume le début de l'histoire. Les 5 qui ne peuvent pas passer leur été comme d'habitude à la Villa des Mouettes, car le père de Claude y travaille avec un autre savant, et qui se retrouvent à aller séjourner dans un vieux phare abandonné. Le phare du Cap des Tempêtes, je m'exclame avec enthousiasme. Vous imaginez quelque chose de plus excitant que de dormir dans un ancien phare au milieu des vagues déchaînées? Maman lève les yeux au ciel. Faire sa rentrée en 6e, propose-t-elle avec le plus grand sérieux du monde. Je scrute son visage pour savoir si elle cherche à être drôle, mais visiblement ce n'est pas le cas. Elle est vraiment en train de comparer le fait d'entrer au collège avec des vacances dans un phare au milieu de la mer. Incompréhensible.
Comme si la rentrée des classes pouvait avoir quoi que ce soit d'incroyable ou même de réjouissant. Me retrouver dans une classe où je ne connaîtrais probablement personne, et après tout, tant mieux vu qu'en réalité je n'ai qu'une seule amie, Lina, et je ne suis même pas sûre d'avoir envie qu'on soit dans la même classe. Ces derniers temps, avant les vacances, elle est devenue bizarrement collante. Et j'ai fait exprès de ne pas trop la voir cet été, même si maman a insisté pour que je l'invite plusieurs fois à la maison. Je connais Lina depuis la maternelle, et pour être honnête, je dois reconnaître qu'elle fait partie de la plupart de mes souvenirs d'enfant. Les goûters d'anniversaire, les après-midi à jouer à la dinette, à la maîtresse ou à la corde à sauter, les exposés à faire ensemble pour l'école. Pourtant, je ne saurais pas comment l'expliquer, il y a eu un changement. Comme si elle s'approchait trop de moi, mais peut-être qu'elle l'a toujours fait et que c'est moi que ça dérange à présent, je ne sais pas. Si j'en parlais à maman, elle me répondrait que c'est l'âge bête, j'en suis certain, donc j'évite d'aller lui raconter ça. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de ta maman, justement, qui est pas une maman poule, hein, puisque c'est le papa qui justement l'est à la place de la maman. Comment comment te sont venus ces trois personnages? Ce qui m'est venu en premier, forcément, c'était le personnage de Maëlle. Alors du coup, c'est difficile de parler de Maëlle sans dévoiler le livre, mais voilà, moi c'est vrai que j'avais ce petit garçon-là qui est arrivé en premier, et ensuite effectivement je me suis intéressée forcément au couple de parents, et je pense que les mères dans mes livres sont toujours un peu pareilles, elles sont toujours un peu horripilantes, elles sont toujours aveugles à ce que leur enfant leur dit ou à ce que leur mari essaye de leur faire comprendre. C'est vrai que dans la plupart des chroniques que je lis sur Le Bonheur l'emportera, mais c'était aussi le cas sur d'autres personnages de merde dans d'autres romans, on me dit: «Mais qu'est-ce que j'ai détesté Sophie, mais elle est horrible et je la déteste», et à chaque coup, en fait, ça me fait super mal au cœur parce que je pense, ou en tout cas c'est comme ça que je me juge, je pense qu'il y a beaucoup de moi dans ces personnages-là, parce que je suis quelqu'un d'assez intransigeant, d'assez exigeant, et du coup, en fait, c'est un personnage que je comprends puisque je m'identifie, et pour moi, ce sont des personnages qui sont quand même intéressants parce qu'ils cheminent. Ils démarrent à un point A et quand on termine le livre, ils ont évolué, et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans un personnage de roman, c'est que, ben, oui, à côté de ça, on peut se dire Joachim, ben, c'est le père modèle du début à la fin. Mais il est du début à la fin. C'est pas un personnage qui a une évolution, donc oui, il est génial, et je pense que tout le monde aurait envie d'avoir un conjoint comme ça ou un père comme ça, et voilà, et c'est le héros. À part que moi, ce qui m'intéresse dans les personnages de romans, ce sont leurs failles, et c'est aussi de voir comment ils peuvent travailler dessus et s'améliorer, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est de réussir à s'améliorer. Alors, voilà, c'est la pensée philosophique du jour. Et Aude qui conclut en mettant les mères sont à baffer. En général ou juste dans les livres d'Amélie, Aude? En général, j'ai lu sur tes lèvres. Donc Mel, ce petit enfant différent, on va dire, c'est vrai qu'il a bien du mal à être connecté à sa maman, en fait. Sa maman qui est vraiment la working girl par excellence, qui trace dans sa vie professionnelle. Oui, parce qu'ils habitent à Lille, mais elle travaille à Paris, donc elle fait beaucoup d'allers-retours, juste pour bien situer. Donc c'est vrai qu'elle est en fuite dans toute la première partie du bouquin. On a l'impression qu'elle est là, elle n'est pas là, enfin, elle n'a pas le temps, elle est une espèce d'ombre qui passe et qui repasse. Et c'est vrai que Maëlle, on a l'impression qu'il la regarde passer et qu'elle s'arrête jamais, en fait. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui se jouent avec le personnage de Sophie. C'est-à-dire que oui, le premier aspect, c'est que elle travaille à Paris, ils vivent à Lille, donc globalement, elle part très tôt, elle rentre très tard. Quand elle est là le week-end, elle a quand même toujours du boulot parce que elle est submergée, et que elle laisse ça. Mais pour autant, c'est pas forcément un choix. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent emporter dans un boulot accaparant, et si on leur disait attends, pose-toi, qu'est-ce qui est important pour toi, ils répondraient pas forcément leur travail, en fait, mais juste ils se laissent accaparer par ça. Donc effectivement, il y a cet aspect-là chez Sophie. Ça, non? Sans doute. C'est un peu monsieur, madame, tout le monde, non? Sans doute. Après, moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, et donc je pense que je ne suis plus comme ça, et j'arrive à scinder vraiment les différents domaines.
Mais oui, du coup, il y a cet aspect-là, c'est chez Sophie. Mais ensuite, il y a un aspect qui est beaucoup plus complexe, qui est ne pas vouloir prendre la mesure du mal-être de son enfant, parce que finalement, si on se dit que tout va bien, et peut-être que tout va bien, et que si on regarde pas là où ça fait mal, et ça ira mieux. Il y a aussi tout ce côté-là. Il y a aussi la responsabilité, se lever un matin et se dire mon enfant va mal, c'est se dire qu'est-ce que moi j'ai fait de mal en tant que parent. Il y a tout ça en fait qu'elle a pas envie de voir. Et c'est un chemin qui va lui prendre du temps et pour lequel il va falloir un certain nombre de choses terribles et de drames pour qu'elle arrive à cette prise de conscience-là, de se dire mon enfant va mal. Et la question, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il aille mal, c'est qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille mieux. Au début, c'est incroyable parce que tout ça, je dis ça en impro et je me dis non, mais je devrais le noter, c'est vachement bien. Attends, tu pourras apprendre le replay par cœur si tu veux. C'est ça. Non, mais c'est surtout, je trouve qu'au début, parce que dans le chat, ça réagit aussi en disant qu'effectivement, au début, elle est assez insupportable, mais c'est dans le sens où, pour elle, c'est juste une contrariété de plus, quoi, comme un souci au boulot, finalement. C'est son fils, c'est peut-être plus un truc à gérer. Pardon ? Un truc à gérer. Ouais, c'est ça. Un truc à gérer. Un truc de plus, même, à gérer. C'est ça. Alors après, il y a aussi... moi, je trouve que les gens, dans la vie, quand les gens qui ont des défauts, c'est-à-dire tout le monde, la plupart des défauts sont quand même explicables par une histoire, par une éducation, par voilà, des expériences de vie. Et voilà, Sophie... son histoire, c'est qu'elle a perdu son père quand elle était petite. Elle a été élevée par une femme qui est restée toujours seule et qui l'a élevée en lui disant les femmes doivent être fortes, les femmes doivent être dures. Et c'est comme ça que tu dois être. Et il n'y a pas de place pour la réflexion, pour les larmes, pour s'arrêter. Et voilà, elle a été lancée sur un rail comme ça. Et une fois à l'âge adulte, effectivement, elle est comme ça. Quand bien même, elle ne supporte pas sa propre mère. Surtout qu'elle a un garçon et donc c'est souvent comme ça qu'on éduque les garçons. Bêtement. Non, c'est vrai, donc elle veut transmettre cette capacité, cette force, ce qu'elle pense faire sa force en fait. Ouais. Il n'y a que quand les enfants partent qu'on se rend compte que l'on n'a peut-être pas été assez présente, mais c'est sur le moment qu'on ne le réalise pas, dit Lolo Brodeuse. Effectivement, moi ce que j'aime, Amélie, dans tes romans, c'est que on en parlait donc lundi soir là en apéro avec les uns les autres. C'est l'histoire, tes histoires globalement pourraient être la vie de n'importe qui, de nous, de gens qu'on croise. Et en fait, je trouve que tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a lu, mais encore plus dans le deuxième qu'on lira tout à l'heure, il y a ce quotidien qui ressort. Et tes romans sont très ancrés dans le quotidien, même si, évidemment, ils nous emportent sur des univers ou des thèmes que l'on ne connaît pas. Mais je trouve que ça sonne vrai. Et c'est là ta force, je trouve, à mon sens, c'est qu'on s'attache énormément aux personnages parce que on a l'impression que ce ne sont pas que des personnages de romans. Tu comprends ce que je veux dire ? Ils résonnent en nous. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'on me le dit très souvent. Et après, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Moi, c'est comme ça que je raconte une histoire, comme si je racontais la vie de mon voisin ou de quelqu'un de ma famille. Est-ce que tu t'inspires vraiment de gens que tu connais ou est-ce que c'est pas du tout que des personnages de fiction ? Non, c'est vraiment que des personnages de fiction et encore plus dans Le Bonheur l'emportera parce que pour le coup, Maëlle, je n'ai aucune histoire dans mon entourage. Absolument pas du tout. C'est pas du tout un sujet auquel j'étais sensibilisée par une expérience personnelle ou pas du tout. Mais je sais pas comment expliquer que j'écris comme ça ou que mes personnages sont comme ça. Après, c'est vrai que moi, c'est vrai que quand je termine un livre, mes personnages, c'est comme si c'était des gens qui existaient vraiment. C'est-à-dire, je suis capable de dire, ils réagiraient absolument pas comme ça. Il se passerait ça. Et ouais, je sais pas comment expliquer. Je saurais pas écrire autrement, en fait. Je sais même pas ce que ça voudrait dire écrire autrement. Alors, on en profite parce que Solène est avec nous. Solène, est-ce que tu as lu le bouquin d'Amélie ? Oui. Bonne réponse. Si, on est sauvés. Elle connaît mon avis. Je lui ai donné, évidemment, dès que je l'ai terminé. Je trouve que c'est, comme vous dites, c'est la force d'Amélie, c'est effectivement que ces personnages nous ressemblent beaucoup. Et c'est tout. T'as bugué, Solène. Vous m'entendez ou pas ? Non, pas bien. Là, mince. Ouais.
Bon, donc voilà. C'est non, dommage pour une fois que tu disais quelque chose de gentil sur moi. Mais c'est rare, hein. C'est parce que c'est enregistré, tu vois, elle a fait exprès. C'est l'univers, tu vois, qui s'oppose à ce que je sois gentille. Même quand j'essaye, j'y arrive pas. C'est ça. Non, mais voilà, je trouve que c'est un roman qui est fort parce qu'il parle d'un sujet important et qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas finalement traité tant que ça en littérature. Et voilà, puis je trouve que le titre est vraiment, même si c'est pas celui qu'Amélie avait donné au départ. Mais quelle paillote celle-là. Non, c'est pas, je te l'ai dit. C'était quoi le titre? C'était quoi le titre au départ, Amélie? Je sais pas, je me rappelle plus. Ah, mais il y en a eu plusieurs, mais en gros, moi, j'aurais voulu que ce livre, il s'appelle soit La vie en rose, soit Mauvais genre. Ok. Bon, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Mais pour le coup, mais bon, voilà. Moi, mon éditeur, il m'a dit non, mais alors en fait, je t'explique, Amélie, là maintenant, il va falloir que tu vendes des livres. Donc, il faut qu'il y ait bonheur dedans. Ok. Et donc, bah voilà. Donc, du coup, les filles, vous vous envoyez vos livres avant qu'ils sortent ou comment ça se passe? Vous avez une grande complicité et du coup, vous les envoyez dès qu'ils sont terminés? Vous êtes vos premières lectrices ou alors, ça dépend. Ouais, ça dépend des livres, je dirais. Là, celui-là, Amélie a dû me l'envoyer. Non, il n'était pas loin de sortir, je crois. Je dirais au mois d'avril, tu me l'as envoyé, non? Ouais, je pense, ouais. Et voilà. Puis, celui de Solène, c'est moi qui l'ai écrit, donc forcément. Donc, tu lui as envoyé, en fait. Tu lui as pas envoyé avant qu'il sorte, je l'ai écrit et après, je lui ai envoyé. Et elle a dit, ouais, ok, ça roule. Elle a peut-être trouvé le titre, au moins. Je vais trouver le titre. Moi, je propose qu'on lise le deuxième extrait du Bonheur l'emportera. Caro, qu'est-ce que tu en penses? J'allais dire juste avant que tu lises le deuxième extrait, Amélie, c'est que ce titre, il est intéressant parce que, mine de rien, ça veut dire quelque chose. Et en fait, pendant ta lecture, on se demande quand même comment le bonheur peut l'emporter. C'est hyper perturbant. J'avoue que c'était quand même assez restrictif de devoir trouver un titre avec bonheur dedans. Hein, en termes de créativité, c'était quand même très contraint. Et en fait, quand je suis tombée sur ça, j'ai choisi ce titre-là uniquement parce que je me disais, ouais, je n'aime pas le fait qu'il y ait bonheur dans le titre, mais au moins, il y aura du noir désir. Voilà ce qui a fait le choix. Excellent. Alors là, c'est une scène entre justement Mel et Sophie, la maman. Ok. Du coup, c'est le personnage de Sophie qui parle cette fois. Ouais. Encore une fois, le dîner avec Maëlle ne s'est pas très bien passé. Elle a quand même tenté de lui proposer de regarder un film ensemble pour fêter la fin de l'année scolaire, mais il a préféré monter s'enfermer dans sa chambre. Elle n'a pas insisté plus que ça, à quoi bon après tout? Quoi qu'elle fasse, ce n'est jamais bien, jamais suffisant. Elle a de plus en plus le sentiment que son fils dérive sur un morceau de banquise et qu'elle ne peut pas faire grand-chose pour le forcer à rester sur la terre ferme avec elle. Elle a préparé des tagliatelles au saumon fumé et aux pousses d'épinards ce soir. Maëlle a passé les 20 minutes du repas à pinailler sur son assiette sans décrocher un mot. Sophie a fini par déclarer, amère, « J'ai pris du temps pour trouver une recette sympa qui change un peu des spaghettis bolognaises et comme d'habitude, rien ne va. Je n'aime pas les épinards, » a murmuré Maëlle sans lever le nez de son assiette. « Oh, je t'en prie, ce ne sont pas quelques pousses qui vont t'étouffer. Ça n'a même pas vraiment le goût d'épinards en plus. » « Je déteste le saumon fumé aussi, » a ajouté son fils en jouant avec sa fourchette et en la laissant crisser sur la céramique. « Tu es vraiment ingrat, » a lâché Sophie, agacée. Maëlle a reposé ses couverts dans son assiette. Il a levé les yeux vers sa mère. « Ah bon? Et toi, tu trouves ça normal de ne même pas savoir que je déteste le saumon fumé depuis toujours? Je n'en mange jamais à Noël. D'ailleurs, papa me préparait des toasts au houmous à la place. Peut-être que si tu t'intéressais un peu à moi, tu le saurais. » Soudain, ses yeux ont lancé des éclairs et Sophie a senti une telle colère sous son calme affiché qu'elle a préféré battre en retraite. Pas de dispute. Pas ce soir. Elle a déjà passé une journée atroce au boulot, à gérer conflit sur conflit et problème sur problème, et là, elle a besoin de pouvoir se détendre un peu. C'est une scène qui montre bien justement la difficulté entre cette mère et son fils de communiquer, en fait, d'être sur la même longueur d'onde. Ouais. Bah oui, ils sont pas du tout sur le même...
voilà, elle est juste sur le fait de se dire j'ai préparé un repas qui sort de l'ordinaire et pourquoi ça ne suffit pas, c'est quelque chose de pragmatique, ça devrait suffire. Et son fils, lui, il est sur l'idée de se dire mais en fait ma mère elle me connaît même pas. Et en fait c'est ça qui est terrible, c'est pas le fait qu'il aime pas le repas, c'est le fait qu'elle ne sache pas qui il est. Et d'ailleurs, je voulais te demander, Amélie, donc tu fais un chapitre par personnage. Hein, je voulais te demander, les parents, tu parles à la 3e personne du singulier, tandis que l'enfant, il parle à la 1re personne. Comment tu as fait ce choix? Ça t'est venu comme ça ou parce que tu disais que le point central, c'était quand même l'enfant? Ouais, bah ça m'est venu assez instinctivement. Alors c'est vrai que quand j'élabore mon intrigue, mon histoire, après il y a quand même toute une période de réflexion sur OK, j'ai l'histoire, mais comment je la raconte? Parce que l'histoire, elle aurait pu être racontée uniquement du point de vue de Maëlle, par exemple, uniquement, pas forcément un roman choral. Après, moi, j'aime beaucoup quand il y a plusieurs personnages qui expriment leur point de vue, parce que je trouve ça très chouette d'avoir des échos et de se dire de chapitre en chapitre, mais en fait, il comprend pas ça, mais lui me dit que, d'avoir des points de vue partiels et subjectifs, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et oui, en fait, pour moi, Maëlle, c'est le personnage central, donc j'avais envie qu'il soit un jeu, surtout que tout le livre parle de cette quête d'identité et de comment dire jeu, alors que les parents, j'avais envie du coup de les mettre malgré tout en retrait. Et voilà, hein, d'un point de vue narratif, c'est comme ça que j'avais envie de le jouer. Voilà. Ben, c'est très bien vu. Et moi, je trouve ça assez déculpabilisant justement pour les mamans, ce personnage de Sophie, même si justement au début du livre, comme tu dis, il y a plein de lecteurs qui t'ont dit que qu'elle était détestée, mais je trouve que ça fait déculpabiliser pas mal de se dire bah ouais, les femmes doivent jongler entre leur travail et leurs enfants, et parfois c'est pas simple de déconnecter du travail le soir quand on se retrouve avec les enfants. Et je trouve que tu le dis bien aussi en fait. Mais au final, je me dis que tu vois, c'était le cas dans Raison obscure, voilà, les personnages de mère qui sont aveugles à ce qui se passe chez leur enfant. C'est le cas pour le personnage de père dans Quand on n'a que l'humour, qui passe à côté de son enfant. Enfin, je pense que c'est un sujet au final que j'aborde assez régulièrement, sans forcément me dire je vais aborder ce sujet-là. Mais c'est vrai que les relations parents-enfants, c'est quelque chose qui est au cœur de mes livres, sans doute parce que moi je suis en perpétuel questionnement de me dire est-ce que ce que je fais c'est suffisant, tout simplement. J'allais dire, c'est d'ailleurs très joli ce que tu as écrit au début. J'ai plus mon livre sous la main, mais quand tu le dédies, tu sais. À mes enfants, je vous aime éperdument, puissiez-vous toujours vous sentir libre de devenir qui vous voulez être, quitte à désobéir. Voilà. Ouais. Ça, c'est génial, je trouve. Ouais, ça te met dans le bain tout de suite. Et puis alors, en plus, je sais pas vous, mais parfois, c'est des choses qu'on lit très vite parce qu'on a envie de démarrer l'histoire. Et alors, sur cette page-là, je me suis arrêtée et je l'ai relue 2 fois parce que je me suis dit, bon, ça démarre fort. Et puis bah oui, mais parce que c'est vrai que c'est comme ça que je voudrais que mes enfants, effectivement, se sentent toujours libres de faire ce qu'ils ont envie de faire et d'être qui ils ont envie d'être, quand bien même je suis quelqu'un d'assez exigeant sur l'école, sur ce genre de choses-là. Et en même temps, j'espère que malgré la figure maternelle que je représente, ils se sentiront toujours libres de faire leur choix. Et effectivement, quitte à désobéir, que ce soit à moi ou au monde, en fait. Parce que moi, j'ai toujours été assez rebelle et j'ai du mal à suivre des règles qu'on m'impose. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai transmis à mes enfants. Je ne sais pas si c'est dans les gènes ou pas, la rébellion, mais visiblement, ils l'ont. Et en fait, je trouve ça chouette. Je sais pas, je sais que j'ai des enfants qui sont assez turbulents et désobéissants. Et en même temps, moi, souvent, en fait, je suis assez fière de ça. Il y a un côté où je me dis, mais c'est bien, on vous impose une règle et vous la questionnez avant de la suivre. Et des fois, ça serait quand même mieux de la suivre et d'en discuter après. Mais oui, je trouve ça bien de pouvoir questionner ce qu'on nous impose. Sortir des cases, en fait. C'est ça. Ouais. T'aurais pu ajouter parfois, quitte à désobéir parfois. En fait, il me semble que la dédicace d'origine, parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps, je me demande si j'avais pas mis quitte à désobéir, entre parenthèses, sauf à moi, évidemment. Que le bonheur l'emportera, 19,90 €, c'est mieux qu'une séance de psy, moi je dis. Bah cool. Finalement. On passe à Solène ?
Rue du Rendez-vous, il est 19h32, ça va trop vite en fait. J'ai l'impression qu'on a commencé il y a 10 minutes, mais alors, Rue du Rendez-vous paru chez Plomb. Solène, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venue à l'écriture? Tu as un petit peu le même parcours qu'Amélie, du coup? Tu es arrivée par l'auto-édition? Tout à fait, j'ai exactement le même parcours qu'Amélie, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'auto-édition et du coup, comme Amélie, moi je suis très fière de me dire que ce sont les lecteurs en fait qui m'ont porté en librairie. Ils ont choisi? C'est presque, voilà. Et voilà. Et puis depuis 2015 maintenant, l'aventure continue, pourvu qu'elle continue très longtemps. Et voilà, je suis ravie et je me sens pleine de reconnaissance. Alors, nouvel éditeur pour Rue du Rendez-vous. Oui. Est-ce que tu veux nous pitcher, du coup, l'histoire? C'est encore un livre bouleversant, comme à chacun de tes livres. Ouais, à ceci près que là, maintenant, c'est un peu différent, puisque avant, moi, j'étais plutôt versée dans le roman noir, et que là, avec ce titre-là, je bifurque, je vais là où j'avais envie d'aller depuis quelques temps maintenant, c'est-à-dire vers la littérature. J'avais beaucoup de trac avant la sortie, je dois dire. Donc alors le pitch, donc c'est un exercice hyper compliqué, n'est-ce pas? Donc pas merci pour le coup pour me lancer. En même temps, tu disais que tu as quitté le noir pour la littérature blanche, mais l'effet est un peu le même, c'est-à-dire que le lecteur je veux dire, tu remues plein de choses dans les tripes et je sais que Caro a été bouleversée par ton bouquin, elle a eu du mal à en sortir. Donc, le résultat elle-même, que ça soit très noir ou que tu sois dans la litté, c'est tu écris des romans bouleversants. Eh ben c'est un beau compliment. Merci. Merci à toi. Tu me mets dans des états. Oui, je suis d'accord. Aude dit les deux font la paire au niveau des émotions. Effectivement, je confirme. C'est gentil. Merci beaucoup. Mais alors, de quoi ça parle? Alors, de quoi ça parle? Alors, ça met en scène une jeune fille de 25 ans qui s'appelle Alice, qui est vendeuse en boulangerie, qui est a priori extrêmement solaire, souriante en permanence. Et un jour, eh bien, ça se passe à Paris. Il s'avère qu'il y a une grève inopinée des transports, un orage terrible, et donc Alice se retrouve à devoir rentrer chez elle. Ah, Solène a rebugué. Se retrouve à devoir. Tu bugs, Solène? Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Ouais, je sais. Attends, je vais changer quelque chose. Attends, bouge pas. Je pense que c'est ma connexion qui n'est pas terrible. Ou alors c'est Amélie qui t'envoie des mauvaises ondes, je sais pas. Amélie, c'est toi ou pas? Je peux pas vraiment le dire. C'est-à-dire qu'on a quand même eu bien du mérite d'organiser cet apéro parce que je vous raconte pas dans la préparation. Amélie, elle a sa poupée vaudou, c'est ça? Et puis du coup là, on a complètement perdu Solène qui est figée pour la postérité, je sais pas. C'est clair. Elle va revenir. Amélie, est-ce que tu peux nous dire, du coup, toi, tu as lu son bouquin, comment tu l'as trouvé? Eh ben oui, effectivement, j'ai trouvé qu'il était très différent des précédents qui étaient beaucoup plus noirs. Mais en fait, quand je l'ai refermé, je me suis dit, ah ouais, là maintenant, on n'est plus du tout dans le noir, en fait. Et en fait, quand j'y ai réfléchi et que je me suis refait le parcours de vie de Nini, je me suis dit, ouais, non, mais en fait, attends, en fait, c'est vraiment hyper noir. C'est pas parce que dans les 3 dernières pages, ça se passe autrement. C'est quand même un roman qui est très noir. Et donc, en fait, je pense qu'elle essaye de nous faire croire que c'est pas noir, alors qu'en vrai, ça l'est. Ouais, c'est joli. Je suis assez d'accord. Alors, du coup, on a Solène, mais on n'a plus son image, on n'a plus rien du tout. Mais on a le son normalement, je pense, Solène, non? Je sais pas. Solène, tu nous entends? Non. En même temps, vous savez, Solène, c'est une couche tôt, hein, donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait prétexté ça pour aller se coucher. Hein. Je vous avais dit de la faire passer en premier, parce que 19h30... Bon, alors, du coup, le temps qu'elle arrive, je vais peut-être finir le pitch, si vous voulez. Vas-y. Donc, Alice, qui est vendeuse en boulangerie... Ah, elle a écrit « Je suis là, mais je ne vous entends pas ». Bah, nous non plus, Solène. Alors, reconnecte-toi. Ouais. Attends, je renvoie le truc. Elle a quitté la réunion. Hein. Bah voilà. Donc, Alice, bonne nuit. On va y arriver.
Alice, elle quitte sa boulangerie, elle doit rentrer chez elle. Elle habite en banlieue parisienne, à Perpète. Et comme en fait, il y a une grève ferroviaire qui se met en route, elle n'a plus de transport en commun, plus de RER, plus de bus, plus rien. Et donc, en fait, elle prend son GPS sur le téléphone, elle rentre le nom de sa rue, elle sait qu'elle va en avoir pour un petit bout de chemin, mais c'est pas grave, elle se dit qu'elle va rentrer à pied. L'eau, ça n'a jamais tué personne. Et donc, elle part comme ça dans Paris. Et puis, au bout d'un certain temps, quand même, elle arrive face à une rue qui est pas très engageante parce qu'assez sombre. Et puis, il pleut des cordes et des cordes et des cordes. Et bon, bref, son GPS dit qu'il faut passer par là, donc elle y va, elle réfléchit pas. Et puis, quand même, elle arrive plus à avancer et elle voit... Tu m'entends, Solène? Non. Et donc, elle voit une lumière dans une boutique. Il y a une seule boutique dans cette rue qui est allumée. Donc, elle rentre pour s'abriter. Elle demande à la personne qui est à l'intérieur si elle peut s'abriter quelques minutes le temps que l'orage passe. Et puis après, elle reprendra son chemin. Et en fait, cette boutique, c'est la boutique de Marcel, qui lui a 87 ans de mémoire. Et Marcel, il est bottier. Voilà. Et c'est un concours de circonstances que ces deux personnes se rencontrent. C'est le point de départ du livre. Et ensuite, on ne les quittera plus. Bah écoute, tu l'as très bien. Ça allait, Solène? Tu l'as très bien pitché. Solène, faut que tu mettes le micro. Ouais, très bien. Ouais. Excusez-moi, j'ai eu un problème de Wi-Fi. Je me suis passée par plein d'autres choses et du coup là je suis avec mon téléphone, donc ça devrait marcher un peu mieux. Je suis désolée. Mais en attendant, merci beaucoup Caroline d'avoir accepté de pitcher le roman. Ça m'arrange. En fait, elle l'a fait exprès. En fait, elle a fait exprès. Hein. Ouais. Mais elle était hyper douée parce que j'ai pas pensé à faire ça pour le mien. Et bah, tu vois, alors, t'as comment t'es venue l'idée de ce roman, Solène? Alors, en fait, l'idée m'est venue à cause d'une chanson qui s'appelle Les Roses Blanches. Alors, c'est une vieille chanson des années 20 qui est dans la veine des chansons réalistes. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, ce sont des chansons qui se passent en général dans un milieu très populaire, très pauvre, et qui se finissent à chaque fois très très mal. Et donc la chanson Les Roses Blanches, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petite et qui me bouleversait. Elle racontait l'histoire d'un petit garçon qui était très pauvre et qui tous les dimanches offrait des roses à sa maman. Et puis un jour, la maman est emmenée à l'hôpital. Le petit garçon n'a plus d'argent et il va voler des roses pour l'emmener à sa maman qui meurt à l'hôpital. Donc c'est très très triste, mais du coup moi ça m'a donné l'envie de raconter l'histoire en fait d'un amour fou d'un fils pour sa mère. Donc c'est d'abord le personnage de Marcel en fait qui est arrivé, celui d'Alice après, parce que en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que sans doute fallait-il ancrer l'histoire de Marcel quand même dans le présent, que je pouvais pas raconter juste cette histoire d'amour avec sa mère et qu'il fallait que je l'amène aujourd'hui pour que ce soit intéressant. Donc c'est là que Alice arrive. Alors, on a un premier chapitre et ensuite, on a l'extrait qu'on a choisi, le premier extrait. Est-ce que tu nous le lirais? Avec plaisir, sauf si mon Wi-Fi me joue encore des tours, mais normalement ça devrait être bon. Donc l'extrait d'avant se passe en 1929, pour le contexte. Donc voilà, là on arrive maintenant. Voilà pour le premier début, parce que tout ce qui est arrivé hier a donné naissance à ce qui arrive aujourd'hui. De tout ce qui arrive aujourd'hui découle ce qui arrivera demain. Quoi que nous fassions, et peu importe le degré d'indépendance et de liberté que nous revendiquions, nous sommes toujours l'enfant de quelqu'un ou de quelque chose. Comme dans la théorie du domino, notre vie regorge de causes qui donnent des effets. Mais la comparaison s'arrête là. Les dominos souffrent d'une prévisibilité déprimante quand les effets dans nos vies se révèlent souvent surprenants. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est ni triste ni gaie. Elle alterne des moments de joie intense et des drames. Elle arrange des sourires entre les larmes et vice-versa. Pas de ténèbres sans lumière, pas de lumière sans ténèbres. Parfois d'ailleurs, et c'est sans doute là que réside le sel de l'entreprise, la lumière n'a pas la tête de l'emploi. Sautons donc à l'autre début, puisque de 1929 à nos jours, il n'y a qu'un pas, un saut de puce à l'échelle de l'histoire de la planète sur laquelle nous vivons, vous et moi. C'est vachement bien écrit. Ah ouais, c'est génial. Ça te met tout de suite dans l'ambiance.
En fait, j'avais dans l'idée, alors j'ai utilisé un ton un peu comme ça, un peu complice avec le lecteur, parce que j'avais en tête la bande-annonce, pardon, le début du film du fabuleux destin d'Amélie Poulain, où en fait, au tout début, il y a André Dussolier, qui est en fait la voix off, qui prend tout de suite de la distance et qui raconte l'enfance d'Amélie Poulain, comme ça, en prenant à témoin. Et du coup, j'avais ça derrière qui tournait, et voilà. Donc, j'avais envie finalement de faire un peu la même chose. Je pensais que c'était par rapport à Parker Lewis, moi, de prendre le... Pas les mêmes références. J'ai pas eu la même référence pour le coup. Ben moi, c'est le premier roman que je lisais de ta part. Et effectivement, quand j'ai lu ce début, je me suis dit, pareil, ça démarre fort. C'est sympa, je vais être bien. Je me demandais qu'est-ce qui t'avait donné envie justement d'aller peut-être un peu plus en littérature générale. Alors moi, je connais pas du tout ce que tu as écrit avant. Hein. Mais d'où ce revirement? En fait, c'est pas vraiment un revirement parce que, comme le disait Caroline, si tu veux, j'ai pas vraiment changé ma façon d'écrire. Je continue à écrire des personnages cabossés, à qui il arrive des tas de trucs abominables. Mais l'envie d'aller en littérature générale, c'était surtout une envie de liberté. En fait, quand j'étais cataloguée en littérature noire, je me sentais contrainte. Alors, attention, c'est moi qui me sentais contrainte. Personne ne m'ordonnait quoi que ce soit, mais moi j'avais l'impression que du coup j'étais vouée à n'écrire que des histoires sordides, sans lumière, avec des personnages complètement détraqués. Sauf que j'avais envie aussi d'écrire un peu de lumière. Et j'ai l'impression qu'en littérature générale, en fait, on peut faire les deux et que ça pose pas de problème. Et moi, je suis super contente parce que grâce à ça, j'ai évolué dans mon nouveau rayon en littérature. J'allais dire, en fait, vous avez poussé Caro à changer de rayon, les filles. C'est un beau compliment, en tout cas. Merci. Non, mais en fait, je pense qu'il y a des phases de transition un peu à nos âges. Et là, je me dis, c'est vrai que finalement, vous bifurquez toutes les deux vraiment dans la litté. Donc, c'est rigolo. On est raccord, on est synchro. Attends, j'ai une question pour Lolo Brodeuse qui dit qu'elle l'a terminé ce midi. Donc, moi, je l'ai terminé aussi pendant ma pause déjeuner. Je voulais savoir si tu avais pu travailler cet après-midi ou pas. Parce que moi, c'était compliqué. La réponse viendra plus tard. Mais vraiment, ça m'intéresse. Comment tu as travaillé ce personnage de maman, de super maman, de maman muse, de maman idole. Enfin, il y a plein de choses dans cette maman. En fait, j'avais envie. Elle s'appelle Nini. Elle s'appelle Nini, ouais. Je voulais faire de Nini un personnage un peu à l'ouest, quoi, complètement flamboyant. Moi, j'aurais dit folklorique. Oui, folklorique aussi, c'est vrai, t'as raison. Elle est un peu ce qu'on pourrait dire fofolle, quoi. Mais c'est une femme qui, à mon avis, cherche à être heureuse coûte que coûte, quoi. Elle se pose pas de questions. Tout ce qu'elle veut, c'est être heureuse, donc elle avance et elle y va, quoi. Moi, je voulais rebondir aussi sur ta petite boulangère. Qui finalement, on la découvre toute dans son coin au début du bouquin, et puis elle va s'ouvrir aussi à Marcel, au monde. Comment tu as construit ce personnage qui, au fil des pages, se transforme en fait? Alors Alice, oui, comme tu dis, c'est une jeune fille qui sourit à tout le monde, mais en fait, elle a un regard qui contredit son sourire. Elle a une tristesse diffuse au fond d'elle, il s'est passé quelque chose dans sa vie, et elle a du mal à se pardonner. Et depuis que cette chose s'est passée, donc cette chose que je ne vais pas dévoiler pour ne pas raconter tout le bouquin, depuis, elle vit en fait à l'écart du monde. Elle s'est complètement isolée, voilà. Et finalement, quand elle est à la boulangerie, eh bien, elle sourit à tout le monde, et quand elle est seule, elle pleure. Sans pleurer. Elle s'est créée un personnage à la boulangerie, en fait, parce que tout le monde, oui, c'est ça. l'apprécie. Comme une actrice. Comme une comédienne, en fait. Et quand le rideau métallique tombe à l'heure de la fermeture de la boulangerie, eh bien, c'est comme quand le rideau du spectacle tombe, c'est fini, le sourire s'efface. D'ailleurs, je l'ai lu comme une pièce de théâtre, un peu, ton livre. Je trouve qu'on voit très bien le huis clos. On pourrait même imaginer sur les planches, interprété par des acteurs, on imagine très bien Marcel et Alice sur une scène de théâtre à se raconter.
J'espère d'ailleurs qu'on va te proposer l'idée parce que ça serait chouette. Je rêverais ça. C'est vrai que en fait c'est rigolo que tu dises ça. Tu me l'avais écrit aussi en message parce que moi j'avais aussi au fond de quand je pensais à mes scènes et tout, j'avais aussi l'impression comme ça d'une pièce de théâtre, enfin ou sinon tu sais d'une scène avec juste les projecteurs sur ces deux personnages-là, enfin quelque chose de très intimiste. Donc voilà, j'espère qu'un jour ça deviendra un spectacle, pourquoi pas, un film, enfin tout est possible, on ne sait pas. Bah ouais, franchement, ça serait... Si Robert Hossein nous entend... Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir une suite sur le devenir d'Alice, avec ce qu'elle a appris grâce à cette discussion avec Marcel? C'est dans le chat. Hein. Parce que tu n'as jamais repris tes personnages, mais là, est-ce que effectivement il y a une envie de... Non, je crois qu'elle est... En fait, au début du livre, elle est à un point, on va dire, elle traverse une épreuve, et à la fin du livre, eh bien, elle s'est... comment dire, elle a suivi un cheminement grâce à Marcel et sa vie peut enfin commencer. Donc, je pense que là, j'aurais plus grand-chose à dire en fait sur Alice. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis globalement, en fait, je dois dire que jusqu'à présent, j'ai jamais éprouvé l'envie de faire des suites. En fait, je donne beaucoup à mes personnages. Je me consacre vraiment beaucoup à l'écriture quand je m'y mets, quoi. Et puis, mais par contre, quand c'est fini, c'est fini. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, tu finis en 2 temps. Ouais. Parce qu'il y a le chapitre 49. Moi, j'adore parce que tu poses plein de questions et on se dit, mais mince, en fait, elle va nous laisser en plan. Puis après, tu as le chapitre 50. Et c'est là où j'ai pas pu finir parce que j'ai pleuré. Et ça, c'est ce que tu disais avec le démarrage à la façon d'Amélie Poulain. Là. Alors, si j'avais su avant que tu avais la voix d'André Dussolier en tête, ça m'aurait fait encore plus pleurer, je crois. Mais la fin termine aussi ainsi. Oui. Tu racontes une histoire et effectivement, tu tournes la dernière page. Donc, pour moi, c'est vraiment une histoire qui est terminée. Elle existe dans un monde parallèle. On a envie de la découvrir ou pas, mais c'est vraiment quelque chose à part, en fait. C'est ça. Je crois que le chemin de Marcel et d'Alice s'arrête à la fin de la page. Et puis, il faut les laisser maintenant vivre dans la tête du lecteur comme... Est-ce qu'on lirait pas le deuxième extrait, d'ailleurs? Parce que du coup, sinon, après, j'ai peur qu'on l'oublie. Avec plaisir. Et moi, j'ai une petite question pour vous deux. Je sais qu'il y a quelques auteurs qui font ça, Agnès Martin-Lugan, là je suis en train de lire Sophie Talmen, qui font des petits clins d'œil à des personnages sur d'autres bouquins. Est-ce que vous, ça vous donne envie, Amélie et Solène, de faire un petit clin d'œil un jour d'un personnage que vous avez peut-être plus aimé qu'un autre, hein, de donner des nouvelles dans un autre bouquin, ou vous n'avez jamais eu l'idée? Parce que moi, en tant que lectrice, j'adore quand j'ai des nouvelles d'un personnage vraiment qui a été fort. Moi aussi, j'adore. Elle l'a fait, il me semble. Tu n'avais pas repris les personnages de Fidèle au poste que tu avais mis dans un spectacle Si, je les ai fait. En fait, pendant un certain temps, à chaque roman, il y avait un personnage de Fidèle au poste qui apparaissait. Et puis, j'ai arrêté un moment. Je sais plus sur quel livre ça s'arrête. Dans Raison. En fait, si jusqu'à Raison obscure et à Raison obscure, en fait, il y avait un clin d'œil. C'était un personnage secondaire. Et en fait, c'est une scène qui a été coupée par l'éditeur. Et où du coup, ça a supprimé. En fait, de ce moment-là, j'ai arrêté de le faire. Mais au début, mon projet, c'était de me dire, voilà, Fidèle au poste, c'est le premier livre que j'ai écrit. C'est celui qui m'a fait connaître. C'est grâce à celui-là qu'il y en a d'autres qui sont arrivés après. Et donc, j'avais envie, cette envie-là, effectivement, qu'il y ait un clin d'œil que seuls les gens qui auront lu Fidèle au poste peuvent voir dans les romans suivants. Mais du coup, ouais, j'ai arrêté. Au final, j'ai un peu un regret, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Okay. Ouais, t'as encore la possibilité de le faire. Ouais, mais c'est pour moi, comme il y en a où ça n'a pas été fait, c'est tant pis. Alors après, c'est vrai que ça me demandait, quand je construisais mon intrigue du roman en cours, ça me demandait quand même un sacré effort, des fois, de torturer quelque chose pour me dire, ok, attends, comment je mets ce personnage-là qui, lui, vit je sais pas, à ce moment-là, à tel endroit, et comment il va s'insérer. Et au final... ouais, c'est vrai que, pour moi, en fait, la chaîne, elle s'est rompue avec Raison obscure et quand ça a été coupé, et du coup, je me verrais pas là le refaire après 4 romans après, quoi. Ouais, je comprends.
Bon, je sais pas ce que fiche ma maman avec son fond d'écran, là, qu'on partage. En tout cas, Fidèle au poste, on en parle encore. Hein. Nous, on a fait un apéro lundi soir à Mulhouse, on a encore parlé de Fidèle au poste. C'est vrai, bah tant mieux. C'est quand même marrant, tu vois, comme quoi... Alors, du coup, Solène, on ne sait pas si toi, tu vas faire un petit clin d'œil ou c'est pas du tout prévu? Bah, écoute, pour l'instant, je l'ai pas fait. Je crois pas. Mais enfin, disons, je me l'interdis pas. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi, une fois que l'intrigue, une fois que le livre est terminé, il est vraiment terminé. Et puis, je passe à autre chose, en fait. D'accord. Okay. Et là, du coup, vous êtes sur des nouveaux projets, les filles? Oui. L'une et l'autre? Ou sur un projet commun? Non, on a chacune le nôtre, là, je crois. Alors, on lit le deuxième extrait, Caro? Ah oui, pardon, j'avais oublié le deuxième extrait. Alors, le deuxième extrait. Pendant que la ville grogne, Avril Diakité est chez lui, dans la petite chambre de bonne sous les toits qu'il loue une fortune. Il a étendu à qui mieux mieux ses vêtements de travail jaune et vert sur le fil à linge, tiré entre le haut de la cabine de douche et le coin de l'unique fenêtre. Il vient de brancher le fer à souder. Il faut patienter plusieurs minutes pour qu'il soit chaud. En attendant, assis sur son clic-clac, Avril met un dernier coup de crayon au dessin qu'il a commencé un peu plus tôt, quand il buvait son café dans la boulangerie en bas de son immeuble. En France, depuis 7 ans, il est éboueur. C'est un boulot, on ne peut pas dire que ça lui plaît, mais il y met du cœur. Il fait coucou aux gamins fascinés par le camion poubelle, il aide les gardiens d'immeubles à rentrer les containers, il caresse les chiens qui passent. Parce que quitte à faire quelque chose, autant le faire bien, sinon ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr, quand il a débarqué à Paris, il avait d'autres ambitions. Mais rester au cul du camion et crocheter sans réfléchir les poubelles au grappin de la compactrice lui laisse le temps de rêver. Et rêver, ça lui donne l'impression d'être libre. Alors il s'en accommode et il attend son heure. Et si ça ne vient pas, tant pis, ce n'est pas la fin du monde. Quand, dans la journée, il ne travaille pas, il boit des hectolitres de café et il dessine installé sur un des manches debout de la boulangerie Patache. Il ne rentre dans son appartement que lorsqu'il n'a plus le choix. 10 mètres carrés, c'est trop petit pour ses rêves, c'est un coup à ce qu'il s'accoutume à être en cage. Ce soir donc, tandis que le fer à souder monte en température, il crayonne, absorbé par la vision de la boulangère qui lui sourit toujours, sans toutefois sembler le voir. C'est un personnage intéressant, ce Diakité, parce qu'il est toujours un peu en fond. Il est là, en fait, devant la boulangerie, il entre, il sort, il regarde Alice. Et en fait, il est super touchant. Et on se dit, à un moment donné, il faut qu'il aille lui parler. Ouais, mais il peut pas. Bah non. Il peut pas parce qu'il est mort enfin, il est plein de timidité. Et donc, pour lui, c'est pas possible. Et comme Alice, de toute façon, elle est dans son monde et elle est prisonnière de son malheur, elle est pas en capacité de le voir. Elle ne s'autorise rien. Dans leur bulle, on a l'impression leurs bulles peuvent pas se télescoper, en fait. C'est ça. Et nous, en tant que lecteurs, on est un peu frustrés en se disant, mais c'est trop bête, il y a tout, en fait. Et ils n'y arrivent pas. Bah non. Ce qui est marrant aussi, c'est que finalement, on vit pas dans le présent dans ton roman. Parce que ces deux personnages, Alice et Marcel, se rencontrent, ils sont effectivement dans une sorte de huis clos dans la boutique, parce qu'ils attendent que l'orage passe et l'orage ne passe pas. Donc, c'est propice aux confidences. Et du coup, on revient sur le passé, puisque la première scène se passait en 1929, alors que l'histoire se déroule aujourd'hui. Et on remonte le fil du passé. Et finalement, Avril, qui lui est bien ancré dans la réalité, comme tu dis, Caro, il a l'air d'être en fond. Il est présent, mais il est en fond. Et en fait, il n'est pas du tout dans l'action. Et en même temps, je trouve que c'est un personnage important. Moi, j'ai adoré cet extrait parce que ce que tu dis sur les rêves, je trouve que c'est effectivement très beau. Et aujourd'hui, en plus, en sortant d'une année compliquée de confinement et tout ça, bah, si on rêvait pas, qu'est-ce qui nous resterait, quoi? Donc, ce petit... tous ces personnages, en fait, ils virevoltent, je trouve, les uns les autres. Alors, encore une fois, j'ai pas lu les précédents, mais celui-ci, pour moi, il n'est pas sombre du tout. Hein. Il aborde des sujets sur des relations humaines difficiles, tendues, mais il est quand même extrêmement lumineux, ce roman. Ben oui. Il est perturbant, quand même. Hein? Il est perturbant. Ouais. Comme le sont tous les livres de Solène. C'est vrai qu'on a un peu le cœur en vrac quand on termine un livre de Solène. Tu vois, hein, Caro, tu vas pas me dire le contraire. En fait, c'est pas tant que j'avais le cœur en vrac, c'est que j'étais vraiment terriblement émue, en fait, parce que une histoire, tout dépend de la fin, en fait. Moi, je suis très attachée aux fins. Et c'est vraiment sur la toute fin que j'ai été extrêmement émue. Tout le livre, je l'ai lu,
c'était super, mais j'étais bien dedans, mais je sais pas comment dire, j'ai pas ressenti cette émotion pendant l'histoire. Tu vois, j'étais trop concentrée sur ce qui se passait. Et puis à la fin, tu te dis, bon, comment ça va finir? En fait, plus la fin se rapproche, plus tu te demandes comment ça va finir. Et plus tu as peur d'être déçu aussi, parce que tu te dis, mince, en fonction de la fin, c'est terrible. Et là, en fait, moi, ce que j'ai aimé, enfin, j'ai aimé tout le livre, mais la fin fait le livre, parce que du coup, tu lâches toutes les vannes, quoi. Et que tu sois bien ou pas dans ta vie, je sais pas comment tu appréhendes le livre, mais tu ressens en fait tout ce que eux ont vécu. Encore une fois, c'est ce que j'écrivais dans ma chronique. Comment des personnages de papier peuvent nous émouvoir à ce point, en fait? On a l'impression que c'est des gens que l'on connaît, que l'on côtoie, et on s'attache à leur vie parce qu'on les connaît. Ben non, en fait, on les connaît pas. C'est juste des personnages de papier, mais quand même, tu arrives à avoir les larmes aux yeux pour des gens qui n'existent pas vraiment. Mais c'est tout l'enjeu du travail de romancier, en fait. C'est d'essayer de te faire croire que les personnages qui sortent de notre tête existent pour de vrai. En fait, Enfin, je pense que Amélie, elle sera d'accord avec moi. Nous, on est content quand on se rend compte que ça fait écho, en fait, à l'émotion du lecteur, parce que sinon, il n'y a pas de bouquin, quoi. Ça sert à rien. C'est exactement ça. Le but, c'est quand votre émotion rencontre la nôtre et que, voilà, c'est ce qui nous rapproche en tant qu'être humain. Enfin, c'est un rendez-vous. Voilà. Et oui, chaque livre est un rendez-vous entre l'auteur et le lecteur, c'est sûr. Mais je ne sais plus qui disait. Il y a un auteur qui disait que finalement, pour un livre, il faut au moins être deux. L'auteur et le livre, mais enfin, le lecteur qui le reçoit, finalement, l'invente aussi à 50%, quoi, parce qu'il y met de lui, de son histoire, de son parcours personnel. Je suis sûre que toi, Caroline Valla, tu n'as pas lu finalement le même livre que toi, Caroline. Chacune, vous êtes arrivées moi, je me suis arrêtée au chapitre 49, en fait. Non, moi, j'ai pas vu la pièce de théâtre. Tu vois, c'est ça l'intérêt aussi. C'est ça qui est bien dans la lecture. Il y a une réaction dans le chat. Le texte. Ouais. Lolo qui dit toi qui étais si angoissée, Solène, tu peux souffler. J'allais vous poser la question, c'est de savoir si vous avez déjà eu des retours de vos lecteurs et lectrices, et est-ce que du coup vous êtes contente parce qu'effectivement ça permet de souffler un peu ou pas? Alors je dois dire que les retours sont infiniment, sont assez incroyables en fait. J'ai eu j'ai beaucoup de larmes en fait qui ressortent des messages que je reçois. C'est la première fois que ça m'arrive, donc effectivement, si Lolo, tu t'inquiètes de savoir si je suis angoissée, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, ça me met beaucoup la pression pour le prochain, donc re-angoisse. Et toi, Amélie? Moi, alors la question que je me pose, ou en tout cas que je me suis posée sur ce roman-là, c'est qu'il était clairement dans une veine plus lumineuse, puisque c'est ce qu'on me demande d'écrire. Le jour où c'était déjà ça, mais c'était sur une histoire pour moi qui était tellement dure que oui, la lumière, faut quand même la chercher. Et moi, en fait, j'ai toujours l'angoisse, comme mes livres sont à chaque fois très différents, que les lecteurs qui ont aimé, par exemple, Raison obscure, s'y retrouvent pas, en fait. Ils me disent, non, mais là, c'est bon, c'est un feel good, alors que ça n'en est pas un. Mais il n'y a pas la noirceur qui fait... ouais, mais tu sais, je crois qu'en tant que lecteur, on aime bien retrouver la même plume, le même style d'écriture, mais parfois aussi varier les sujets ou les styles. Ça nous fait du bien. Mais c'est de là qu'au final, la surprise est plutôt jolie. C'est qu'effectivement, les retours sont très positifs. Et surtout, et aussi de la part de gens qui ont aimé des romans beaucoup plus noirs et qui s'y retrouvent malgré tout. Mais j'ai aussi toujours la même question dans le sens inverse. Quand quelqu'un me dit j'ai adoré Le Bonheur l'emportera, je vais lire Raison obscure, il y a toujours dans ma tête un truc qui s'allume et qui dit oh voilà, parce que je ne sais pas, mais en même temps en même temps on retrouve ta plume, on retrouve la manière dont tu sais analyser les émotions, les sentiments de chacun de tes personnages. Donc je trouve qu'il y a une vraie continuité quand même dans ton travail. Pour moi, il y a une continuité, oui. Pour moi, chacune des histoires que j'écris, elle émane quand même de moi et je me reconnais dans ce que j'écris. Mais j'ai toujours cette crainte que des gens qui aiment du noir, du coup, accrochent pas forcément à un truc plus lumineux, et des gens qui, au contraire, vont être plus dans du feel good et vont lire Le Bonheur l'emportera. Après, en lisant les d'autres, vont se dire non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pas du tout comme ça que je voyais les choses. Mais
Alors que moi, pour autant, en tant que lectrice, j'aime autant lire des trucs, alors pas du feel good, ça, clairement, c'est un truc, je n'y arrive pas. J'aime beaucoup le noir, mais pour autant, je peux me laisser émouvoir par des livres pas particulièrement sombres. Voilà, du moment que pour moi, je pense que ce qui compte le plus en tant que lectrice, pour moi, c'est que d'un point de vue psychologique, je m'y retrouve et que ça soit crédible. Et quand c'est trop cliché, c'est plus compliqué. Je peux dire que c'est ta jumelle maléfique qui a écrit les livres un peu plus noirs, tu vois. C'est ça. Alors, c'est moi. Les filles, il faut quand même qu'on dise un mot sur, parce qu'il est déjà 20h, il faut quand même qu'on dise un mot sur Avec elle, sans elle, qui cherche toujours un éditeur poche et on y croit. J'y crois autant que vous. Voilà. C'est notre meilleure ambassadrice. Je t'enverrai des Ferrero Rocher quand il sera en poche. Amélie. Alors, ce que vous racontiez, c'est une expérience littéraire qui est complètement unique, en fait. Vous avez pris le même point de départ, vous avez pris la même fin, et vous avez décidé... donc, Amélie a écrit Sans elle. Alors, je peux pitcher. Du coup, c'était le 14 juillet, un feu d'artifice, une maman qui part avec ses deux jumelles voir le feu, enfin, qui part avec une des deux jumelles voir le feu d'artifice parce que l'autre est punie. Dans l'une des histoires, donc dans l'histoire d'Amélie, en fait, la maman va perdre la jumelle, et dans l'histoire de Solène, la maman va perdre la jumelle, mais la retrouver tout de suite. Donc, on part vraiment du même début, enfin, du même tout début. Après, donc, il y a cette disparition qui va différer, et au final, on arrive sur exactement la même fin. Donc, c'est assez incroyable. On peut le lire, donc, moi, j'ai pas voulu enchaîner les deux parce que c'était trop lumineux. Non. Moi, je voulais savoir comment ça vous était venu. C'est un projet vraiment qui vous tenait à cœur à vous deux? C'est une demande de la part d'un éditeur? Comment ça s'est passé? Alors non, c'était pas du tout la demande d'un éditeur parce qu'après, on a bien galéré pour le faire publier, clairement. Je confirme. Il a été publié chez qui d'ailleurs? C'est un livre. Michel Lafon. Parce que du coup, en fait, à partir du milieu du livre, on bascule. Donc, c'est vraiment comme un objet d'art en plus. Ce livre, c'est vraiment, il est super beau. C'est pas un vrai format grand. Enfin, c'est un format à part. J'ai l'impression que tout est à part dans ce projet en fait. Ouais, les éditions Michel Lafon nous ont offert un bel objet. C'est vrai, mais c'était voilà l'occasion. Comme c'est un projet un peu atypique, je pense que c'était aussi pour eux l'occasion de sortir un peu des sentiers battus et de chercher une composition différente. Mais comme dit Amélie, en fait, c'était pas du tout une demande d'éditeur à la base. C'était plutôt une envie de nous deux de travailler ensemble. Parce qu'on s'entendait très bien, parce que il s'avère qu'on a le même. Hein, t'es dans le passé du coup? T'as dit on s'entendait. Ouais, moi j'ai bien entendu le passé. Hein. J'ai bien entendu. Non, mais du coup, c'est voilà, on avait envie en fait de faire un bébé ensemble, donc on a cherché, voici un bébé, voilà, un bébé auquel on aurait pu donner le nom qu'on veut. Des jumeaux même. Hein. Des jumeaux, on a fait 2 bébés d'un coup. Non, mais du coup, on a cherché une manière de faire. Le roman à 4 mains, vraiment, en lui-même, nous semblait pas forcément la forme qui nous convenait le plus. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire chacune notre roman, mais avec un point de départ similaire, enfin, identique. Et comme, en fait, notre projet n'intéressait pas beaucoup les éditeurs à ce moment-là, nous, on s'est dit, c'est pas grave, après tout, l'une comme l'autre, on vient de l'auto-édition. Donc finalement, c'est assez cohérent de d'abord le sortir en auto-édition. C'est ce qu'on a fait. Ça nous a permis aussi de garder la main complète sur notre communication. Donc on s'est bien amusés toutes les deux à ce moment-là à faire des vidéos un peu humoristiques, voilà. Et puis ensuite, les éditions Michel Lafon ont montré leur intérêt. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on peut encore le trouver? Ouais, pardon Caro. On peut encore le trouver? Je pense que il est là, les éditions Michel Lafon ne le commercialisent plus. Je pense qu'il reste des exemplaires à des endroits. Je pense que sur des sites de vente en ligne, il est commandable. En tout cas, il existe toujours en numérique, ça c'est sûr et certain. On n'a pas eu le temps d'en discuter avec Solène, mais je pense que on va peut-être le remettre nous en papier en attendant qu'il y ait une version poche. La version originale en papier qui était du coup 2 exemplaires différents. Ah oui, d'accord. Voilà. Après, on désespère pas. Il y a sans doute un éditeur poche qui va forcément être intéressé et qui va vouloir le sortir.
Alors, je ne sais pas comment, parce que du coup, on m'expliquait que dans l'édition, c'était compliqué de faire ce style d'objet que tu retournes au niveau de la fabrication. Mais bon, après... Alors, c'est une idée. Ah oui, non, mais sachant qu'au départ, en plus, quand on en avait discuté avec Michel Lafon, etc., il y avait l'idée de soit c'était un livre tête bêche, soit c'était deux livres séparés, soit deux livres vendus dans un coffret. Enfin, il y avait plein d'options. Finalement, moi, le livre de tête bêche, je trouve que c'était très bien. La vraie question qu'il y a eu sur le livre tête bêche, c'était ok, un livre tête bêche, c'est bien, mais si c'est pour que ce soit un pavé comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y a eu aussi toute cette réflexion. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours été surprise de me dire, en toute humilité, on apporte un projet original, indépendamment de est-ce que les textes sont bons, est-ce que les histoires sont intéressantes, est-ce qu'on écrit bien, etc. Mais le projet en lui-même était original, ça pouvait donner lieu à une communication assez inédite sur ça. Et en fait, l'éditeur a certes sorti le livre, mais c'est pas emparé du truc du tout. Hein. Et j'ai toujours trouvé ça dommage parce que je me dis, bah, c'était quelque chose qui sortait des sentiers battus, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et clairement, nous, tous les salons qu'on a fait avec Solène ensemble, à chaque coup que les gens passaient et s'arrêtaient devant un livre et comprenaient que c'était un livre, mais que du coup, qu'il y avait deux histoires dedans, et qu'en 2 secondes, on leur disait, bah voilà, en fait, c'est le même début, ces deux jumelles, les feux d'artifice, voilà, d'un côté là et de l'autre côté. En fait, à chaque fois, les gens le prenaient. Parce qu'ils se disaient, bah, j'ai jamais lu un truc comme ça. Mais ouais, complètement. Et voilà, en fait, je trouve que c'est dommage que ça n'a pas été exploité, et complètement indépendamment de les livres sont-ils bien, y a-t-il du talent, etc. Hein, je dis pas du tout ça dans ce sens-là. Bah, tu peux, parce que voilà. En plus, vous avez fait 2 magnifiques livres qui se lisent vraiment indépendamment l'un de l'autre, parce que et d'ailleurs, ça peut être une bonne idée, 2 poches dans un coffret, si l'éditeur... Bah ouais. Bah, c'était le but quand on a écrit le livre, de se dire qu'on voulait 2 livres qui soient indépendants, c'est-à-dire certainement pas, en tout cas, qu'il faille en lire un pour lire l'autre après. Ouais. Parce que bah ça, on voulait pas que il y en ait une qui passe avant l'autre et que du coup, il y a un des livres qui, pour être lus, doivent déjà être passés par le prisme du premier. Donc, on voulait que ce soit complètement indépendant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les faits, on peut en lire qu'un des deux. D'accord. Le tien, par exemple. Par exemple. Et du coup, non, mais voilà, puis en plus, les acteurs qui nous ont fait des retours, l'expérience de lecture est finalement assez différente selon par lequel on commence, parce que forcément, on lit la première histoire, on s'arrête, donc on connaît tous les personnages, on connaît leur chemin de vie, etc. Puis on reprend, on remet tout dans le shaker, et là on se dit, ok, alors je redémarre du début, mais cette fois, il va pas du tout se passer ça, et que vont devenir les personnages que je connais pourtant déjà. Et parce alors, on commence par lequel ? Et la fin qui est la même, parce que quand on commence par l'un ou par l'autre, on se dit c'est pas possible, il peut pas y avoir la même fin, sachant qu'il y en a une qui est disparue et l'autre qui est retrouvée. Et c'est là où vous êtes forte, c'est que finalement, comment ça s'est passé ? Qui a décidé de faire la jumelle retrouvée et la jumelle perdue ? En fait, ça s'est fait parce que moi, je sortais de l'écriture d'une bonne intention, dans lequel j'avais mis en scène en fait une disparition d'enfants. Donc du coup, moi j'avais dit à Amélie, je veux pas refaire 2 fois. Et moi j'avais très envie d'écrire un livre depuis longtemps sur le sujet d'une disparition d'enfants, et j'en avais lu énormément. Enfin, c'est quand même un sujet qui est ultra traité dans les polars et les thrillers, hein, le gamin qui disparaît. Et j'avais envie de le traiter, pas du point de vue de une enquête, et puis à la fin, on sait ce qui s'est passé. C'était pas ça que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était décrire comment une famille survit à ça, comment on grandit et on se construit dans une famille où un des membres a disparu. Voilà, moi, c'était ça qui m'intéressait plus que qu'est-il arrivé à la môme, en fait. Et c'est pas n'importe quel membre, parce que du coup, c'est la jumelle. Et pour le coup, il y a un lien très fort. Et la jumelle qui reste, elle a tout le poids de la culpabilité de la survivante. Donc, mais moi, vos 2 histoires, je les ai lues, j'ai vraiment mis quelques semaines entre, parce que elles sont pas faciles à lire, ni l'une ni l'autre, mais j'ai trouvé que c'était tellement intéressant de démarrer sur vraiment votre... moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, du coup, le tout début et la toute fin, vous l'avez écrit à 4 mains, pour le coup. Oui. La toute fin, non. Le tout début, oui. Et la toute fin, je suis pas sûre. Hein. Non, je crois pas. Le tout début, parce que c'est le tout début, il y a une sorte...
Dans mon souvenir, c'était une sorte de petit prologue. Ouais. Et alors il n'y a pas que ça. Pardon, il y avait pas que ça. Il y a le tout petit prologue, ça on l'a écrit ensemble, et ensuite il y a la première scène en fait où toi t'avais écrit la partie sur le on feu l'avait d'artifice. écrit ensemble. Par contre, moi, le tout petit prologue, c'était Solène, parce que moi je suis incapable d'écrire comme ça. Et donc la fin, vous dites que vous l'avez pas écrit ensemble? Non, je pense qu'on a chacune fait notre fin. Il me semble que du coup, non, c'est les mêmes mots à la fin. C'est parce que ça reprend le prologue, non? C'est pas le prologue. Hein. D'accord. Ça reprend. Il faut le lire. Il faut le lire pour le comprendre. Ouais, c'est là, tu vois, Solène, ils ont compris que c'était ni l'une ni l'autre qui l'avait écrit. Hein. Franchement, t'aurais pu... Donc, on est bon pour refaire un apéro pour voir qui a compris, qui n'a pas compris. Donc, du coup, c'est un super souvenir de travail. Et puis, on l'a compris, de séances de dédicace où vous étiez ensemble. Ouais, ça, c'était chouette. Ça, c'était chouette. Drôle, hein. C'était drôle. On a eu la chance de pouvoir aller notamment au Quai du Polar. On a pu parler de notre projet dans une salle. Voilà, c'était vraiment chouette, quoi, parce qu'en plus, Puis c'est vrai qu'à deux, quand même, on a beau dire, il y a une émulation, en fait. Puis bon, l'une comme l'autre, on a des personnalités qui se complètent beaucoup et on est tout le temps en train de se chercher, de se lancer des petits pics. Ça nous amuse, c'est notre façon, c'est la manière qu'on a de fonctionner dans notre relation. Donc, on a été dans la promo comme on est dans la vie, en fait, toutes les deux, au quotidien, quand on s'appelle, c'est pareil. C'est vrai on ressent toute la complicité quand vous êtes sur des plateaux ensemble. Effectivement, toute l'amitié, toute la complicité que vous avez ensemble, elle transpire. Et c'est vrai que Amélie aime bien te lancer des petits pics et tu te débrouilles bien dans la répartie aussi. Donc, c'est super sympa pour nous, les lecteurs. Voilà, donc on espère vous avoir donné envie de découvrir tous ces livres. Moi, j'en rajoute juste pour dire qu'il y a Toucher le noir qui est sorti il y a quelques semaines chez Belfond, dans lequel, Amélie, tu as écrit une nouvelle qui s'appelle L'ange de la vallée. Non, c'est moi. C'est Solène. Ah pardon, je dis Amélie, je pensais Solène. On m'a dit qu'on ne disait pas que c'était moi qui avais écrit celle de Solène. Oui, tu vois, finalement, tu m'as hypnotisé, j'ai rentré ça, Solène. Donc Solène, l'ange de la vallée, est-ce que du coup, comment ça s'est passé c'est Yvan Fosse qui t'a demandé d'écrire une nouvelle pour ce recueil? C'est Yvan qui m'a demandé d'écrire une nouvelle. J'ai accepté et quand il m'a donné la liste des autres auteurs, j'ai eu des suées en me disant y arriver du tout, c'est la catastrophe. En plus, la nouvelle, c'est pas un format que je maîtrise du tout. Et puis, donc j'ai eu beaucoup de mal en fait quand même à trouver un sujet qui me portait. Ouais, c'est vachement lumineux là pour le coup. C'est que de la lumière là-dedans. Non, mais et puis finalement ça s'est bien passé, je crois. Je suis assez. Et du coup, tu sors de ta zone de confort. Tu fais quelque chose de vraiment différent. Moi, j'ai lu tout ce que tu as écrit et c'est vrai que là, j'ai été très surprise. Je m'attendais pas à ce que tu traites ce sujet. Enfin, tu as fait quelque chose de très différent d'habitude, mais en même temps, c'est ton écriture avec toute l'émotion que tu y mets. Écoute, je me suis dit que c'était l'occasion de tester quelque chose. Donc, ça fait beaucoup d'actu, tout ça. Ouais. Caro, est-ce qu'on peut pas une petite photo? Parce qu'il y en a qui bien sûr, qui se déconnectent. Une petite photo de fin, souriante, tout ce que vous voulez. Excellent. C'est bon? Alors, du coup, on rappelle les deux actus des deux super nénettes. Donc, Amélie Antoine, Le Bonheur l'emportera et Rue du Rendez-vous de Solène Bakowski, qui sont dans toutes les bonnes librairies. Voilà, des livres qui font du bien, qui remuent, qui font pleurer, qui font sourire. Enfin, il y a tout dans vos bouquins, en fait. Voilà. Et la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous jeudi 24. C'est pas un mercredi, c'est un jeudi. À 19h toujours. Par contre, ça débordera certainement parce qu'on a plusieurs invités. On a 6 invités, Ouais, on a 6 invités. On essaiera de pas trop traîner non plus, mais on se donnera peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et juste pour vous dire que c'est donc sur le thème des livres de poche à emporter dans ses valoches. Donc, c'est tenue estivale, vacances. Voilà, donc pas venez avec vos de soleil, vos chapeaux, si vous voulez. Vos paréos, maillots de bain, ce que vous voulez. Amélie et Solène, on en profite juste pour dire, est-ce que vous avez des dédicaces de prévues là, les semaines à venir pour vos lecteurs, s'ils veulent vous rencontrer? Alors moi, je vais à Mont-de-Marsan à la librairie Lacoste samedi.
Et puis après, ça sera au mois... Ah si, à Rony 2, le 26, donc à la FNAC. C'était un test pour voir si t'allais Oh là là. Tu vois. Et puis ensuite, ce sera le 21 août à la Maison de la Presse du Touquet. Voilà. D'accord. Et toi, Amélie? Moi, pour l'instant, j'ai juste samedi, je suis à une librairie qui est à Seclin. Et ensuite, je pense que ce sera plutôt des salons au second semestre, si tout va bien. Ok. Et on peut également vous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux pour vous dire tout le bien qu'on pense de vos romans. Avec Ça grand marche. plaisir. Merci les filles, c'était un Merci bonheur, c'est beaucoup. passé super vite. Mais merci encore d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir été là également. Bonne soirée, bonne lecture. Merci. Les Salut, Bonne Caro. soirée. Les pales augmentent au fil des apéros, paraît-il. Ouais, c'est clair. Merci d'avoir été là en tout cas. Merci Caro, bonne soirée avec ta maman. Ouais, merci Caro. Tu apprendras à ta maman à se servir de son téléphone. Ouais. C'est ça, on va en discuter. Et bonne lecture à tous et à tous et à jeudi prochain du coup. Lisez À bien, jeudi. amusez-vous bien, profitez. Bonne soirée. Grosse bise. Ciao. Bonne soirée, merci à vous. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci à vous, bon appétit et bonne lecture.